Bonjour à tous et à toutes. Je remercie l'IHU de m'avoir invité pour cette conférence. Malheureusement, je la formulerai en français, même si je vais régulièrement au Brésil pour des conférences et des congrès. Et donc, je m'excuse de parler en français et je remercie encore une fois et la traductrice Venise et Susanna Roca ainsi que Luca pour cette organisation remarquable de cette réunion. Donc, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, pas seulement dans l'industrie militaire, vous le verrez, je vais commencer ma conférence par une exposition de ce que je comprends en tant qu'économiste industriel et économiste de l'innovation, ce que je comprends de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Voici brièvement présenté le plan de ma conférence. L'intelligence artificielle, une technologie à portée générale, mais avec trois singularités majeures. C'est parfait. Alors, donc, voici le plan. Euh, est-ce vraiment une troisième révolution militaire? J'aborderai ensuite précisément la place de l'intelligence artificielle dans la nouvelle grammaire des guerres. Je ferai un bref focus sur les drones pour des raisons pas seulement militaires, mais économiques et sociologiques. J'aborderai ensuite la régénération des systèmes militaro-industriels sous l'impulsion de l'intelligence artificielle. Et puis enfin, je vous proposerai ce sur quoi je suis en train d'écrire un article en français, l'hypothèse que les systèmes militaro-industriels des grandes puissances du monde pourraient constituer ce que j'appelle le noyau totalitaire des sociétés actuelles. Alors commençons par l'intelligence artificielle, une technologie à portée générale, c'est un terme que les économistes de l'innovation utilisent pour caractériser les technologies qui ont des potentialités de forte diffusion intersectorielle entre les différents secteurs industriels de la société, mais aussi des fortes capacités de diffusion dans la société elle-même. Et ce sont des technologies qui sont appuyées sur des améliorations continues, qui peuvent durer des dizaines d'années, et qui sont porteuses de croissance économique. Voilà à peu près comment une technologie à portée générale ou à usage général est définie par les économistes de l'innovation. Et il est de tradition de distinguer quatre grandes étapes dans l'histoire du capitalisme, avec quatre grandes technologies à portée générale qui ont révolutionné le capitalisme. La machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle, les chemins de fer au milieu du XIXe, l'électricité et le pétrole à la fin du XIXe, et enfin l'électronique au milieu du XXe siècle, précisément après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce cadre, la plupart des économistes dominants, et pas seulement les économistes, considèrent avec optimisme l'intelligence artificielle comme une nouvelle technologie à portée générale qui pourrait entraîner un nouveau cycle d'expansion longue, dit cycle Kondratiev par les spécialistes, comme par exemple le cycle d'expansion longue qui s'est produit dans les pays occidentaux tout au moins après la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 70. Ainsi, l'intelligence artificielle serait, au conditionnel, porteuse de transformations économiques et sociales positives. Cependant, ce n'est pas ma vision d'une part, et ce n'est pas la vision de nombreux économistes. L'enthousiasme qui a déferlé sur les économistes et les politiques il y a, disons, une dizaine d'années sur les potentialités de l'intelligence artificielle à stimuler la croissance économique et la prospérité sont aujourd'hui sérieusement remises en cause.
Elles sont essentiellement remises en cause, ces estimations optimistes, par la réalité des choses. C'est-à-dire, je ne vais pas faire un long exposé sur ce point, mais c'est très important, par exemple le fait que depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, les gains de productivité du travail soient extrêmement faibles. Comme disait un économiste très célèbre, et d'ailleurs mainstream, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité. Ça veut dire, on voit le progrès technique dans les machines, mais on ne le voit absolument pas dans les résultats. La productivité du travail est très importante, puisque, que l'on soit pour ou qu'on soit contre, elle est un des instruments de mesure de la croissance. Plus vous produisez de marchandises dans le même temps qu'avant, et plus normalement vous mettez de biens à la disposition des individus. Bien sûr, je fais abstraction du fait que notre société est profondément inégalitaire. Je me place sur un strict point de vue étroit d'économiste. Et très récemment, le dernier prix Nobel, enfin le prix Nobel 2024, Amesoglu, a exprimé lui-même, et c'est un spécialiste des questions d'innovation, a exprimé lui-même des doutes sur la capacité de l'intelligence artificielle à révolutionner les méthodes de production ou en tout cas à améliorer le bien-être dans la société. Je répondrai aux questions si vous le voulez sur ce point, mais je ne veux pas être trop long sur les dimensions strictement économiques. Alors, euh, la première singularité, j'en décèlerai trois des singularités. La première singularité de l'intelligence artificielle, par rapport aux quatre autres qui l'ont précédée, je les ai cités, machine à vapeur, chemin de fer, électricité et pétrole, électronique. La première singularité, c'est qu'elle est diffusée immédiatement à l'échelle internationale, bien sûr, de façon fortement inégale. Je vous ai ici présenté le nombre de citations des publications concernant l'intelligence artificielle dans les revues scientifiques. Je n'interviens pas sur la critique qu'on peut faire à cet indicateur. C'est une discussion technique avec les économistes de l'innovation. J'y reviendrai si vous voulez, mais disons que plus il y a de citations, disons, d'articles d'intelligence artificielle et plus on considère que ces articles sont importants. Vous voyez que les États-Unis dominent, mais qu'ils sont d'assez près suivis par la Chine. Et vous voyez, c'est un peu le propos de cet histogramme, vous voyez qu'il y a beaucoup de pays qui sont cités, dont les publications sont citées par d'autres collègues à l'échelle internationale en intelligence artificielle. Vous voyez par exemple que la Turquie, bon bien sûr, elle a un petit nombre, hein, mais que la Turquie participe quand même à la mondialisation de la connaissance, si vous voulez, sur l'intelligence artificielle. Encore une fois, j'insiste sur le caractère inégal, très inégal, dominé par le duopole États-Unis-Chine. Mais c'est quelque chose qui ne s'est pas passé avant. Nous avons une technologie diffusée à l'échelle internationale. Et cela pour deux raisons. D'une part, parce que le capitalisme n'est pas un système stationnaire et qu'il procède par développement cumulatif des connaissances qui se sont sérieusement accélérées, dont la diffusion s'est sérieusement accélérée depuis 2 siècles. Vous voyez, c'est le nombre d'années qu'il a fallu pour que la machine à tisser, inventée par Hargreaves en 1779, vous voyez le nombre d'années, 140, qu'il a fallu pour généraliser à l'échelle de la planète l'usage des machines à tisser. Vous voyez que les chemins de fer ont mis beaucoup moins de temps à se généraliser, un peu moins de 80 ans. Et je passe bien sûr sur les autres, vous voyez que Internet a mis moins de quelques années à se généraliser à l'échelle de la planète. Et si j'avais, je ne le fais pas, mais si j'avais un graphique avec ChatGPT et les autres machines langage, les autres, disons, chatbots, ben vous verriez que par rapport à Internet,
le temps de diffusion généralisé dans le monde s'est encore réduit de moitié. Bref, c'est très important à comprendre, le capitalisme n'est pas un État stationnaire et il procède par développement cumulatif, tel que nous le voyons là. Et la deuxième raison, elle est liée bien sûr à la première, c'est que le capitalisme s'est fortement, disons, développé de façon interdépendante, économique et sociale, depuis 2 siècles. Euh, la machine à vapeur était créée et inventée à la fin du XVIIIe siècle. Nous avons depuis, comme des géographes, comme le géographe marxiste états-unien David Harvey l'a montré, nous avons ce qu'il appelle un raccourcissement du temps créé par le capitalisme grâce à la compression de l'espace, hein. C'est une image de la compression espace-temps qui est reprise des physiciens, mais qui est utilisée pour souligner à quel point, si vous voulez, le capitalisme a rendu les sociétés, les économies, la connaissance profondément interdépendantes, hein. Et cela est très important. Je ne développe pas cet aspect qui est largement étudié par les historiens, les géographes et d'autres sciences sociales. Mais je voudrais, moi, souligner par rapport aux propos de la guerre et des inégalités, que cette idée que le capitalisme comprime le temps en, en raccourcissant l'espace, si vous voulez, ou inversement, peu importe, hein, c'est quelque chose qui a été très important qui est en fait fondatrice même, ce constat, il est fondateur de ce qu'on a appelé l'économie du développement, que bien sûr votre pays est bien placé pour connaître et pour lequel il a fourni des économistes aussi prestigieux que Celso Furtado. C'est ce que Gerschenkron, un historien du développement, avait appelé le privilège de la nation retardataire. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, la compression de l'espace et du temps fait que les nations dites retardataires ne passent pas par les mêmes étapes que celles par lesquelles sont passés les pays plus développés qu'eux. Soit elles restent enlisées, embourbées dans le sous-développement, dans la misère, soit elles accomplissent ce qu'il a appelé le privilège de la nation retardataire ou, disons, le rattrapage d'un certain point de vue des nations qui sont devant elles. Bien sûr, il n'y a rien d'automatique dans ce processus, et des dizaines de pays dans le monde sont aujourd'hui complètement enlisés dans le sous-développement, mais pour les pays qui ont la chance, entre guillemets, ou la volonté, ou la capacité de se développer, il est possible en quelque sorte de rattraper le retard. Cette idée est vraiment une idée qui fait exactement opposition à celle des économistes mainstream qui nous expliquent au contraire que les pays doivent passer par les mêmes étapes, les mêmes procédés, les mêmes méthodes de développement économique que les pays qui les ont précédés. Bien sûr, c'est une manière de continuer à rendre ces pays dépendants. Cette idée du privilège de la nation retardataire, elle avait déjà été élaborée tout à fait pour d'autres raisons, pas du tout économiques, par un militant politique, puisque c'est Trotsky, hein, qui avait expliqué que, enfin, disons, à propos de l'URSS, peu importe, hein, à propos de l'URSS, qu'il était inutile d'espérer que l'URSS rattraperait simplement les pays développés en les imitant, hein. Et il avait utilisé une formule qui est aujourd'hui très célèbre et qui rejoint celle qui a été dite précédemment du privilège de la nation retardataire. Il a parlé de développement inégal et combiné. Les pays ne peuvent pas répéter ce par quoi les autres pays sont passés. Alors, deuxième caractéristique singulière de l'IA, c'est l'IA est simultanément un enjeu de concurrence économique et de rivalité géomilitaire. C'est évidemment là le centre de notre sujet, quoi. On n'a pas connu aussi directement, si vous voulez, l'interaction aussi forte, hein, l'osmose aussi forte, aussi puissante entre la concurrence économique grâce à une technologie et les rivalités géomilitaires. L'intelligence artificielle s'est d'emblée, immédiatement, imposée comme une technologie mondiale, je l'ai dit, mais qui est donc
l'objet de concurrence économique entre les grandes puissances. La technologie a toujours été une arme de compétition économique et de rivalité géomilitaire. Les deux vont systématiquement, structurellement ensemble avec l'intelligence artificielle. Et pour moi, cette seconde singularité est évidemment fondamentale pour comprendre pourquoi le monde est en guerre, en quelque sorte, hein. Et donc, elle transforme profondément la conduite des guerres. Je vais y revenir dans un instant. Pour illustrer ce point, je ne développerai pas, mais pour illustrer ce point, j'ai consacré dans le dernier ouvrage un monde en guerre, un chapitre entier que j'appelle un choc d'impérialisme Chine-États-Unis. Car pour moi, disons derrière la compétition pour l'intelligence artificielle, il y a en réalité une rivalité de type impérial entre un impérialisme déclinant, l'impérialisme états-unien, je ne développe pas ce point, mais je pense qu'il est assez évident pour vous, et un impérialisme que j'appelle émergent ou ascendant, comme la Chine. Et cette rivalité entre impérialisme ascendant, la Chine, émergent d'une part, et déclinant d'autre part, eh bien, pour moi, cette situation évoque l'ère des rivalités interimpérialistes qui ont précédé la Première Guerre mondiale. Ça évoque beaucoup plus la période d'avant 1914 que la période de guerre froide, qui me paraît absolument pas, enfin, qui me paraît pas adaptée à comparer aujourd'hui la rivalité Chine-États-Unis. Et puis, la troisième singularité, on voit que le capitalisme procède par développement cumulatif et qu'il y a des effets de rupture, des effets de seuil, c'est que l'intelligence artificielle a un développement qui est insoutenable écologiquement, insoutenable du point de vue environnemental. Les développements de l'intelligence artificielle amplifient les conséquences dévastatrices de l'antagonisme entre le capital et la nature et menace désormais la reproduction de nombreuses communautés. J'ai écrit un certain nombre de choses et je suis en train d'écrire là-dessus un article qui sera bientôt disponible, mais je m'appuie pour affirmer l'insoutenabilité environnementale du développement de l'intelligence artificielle sur cette trilogie fatale, énergie, minerai, eau, dont je vous donne simplement trois exemples, mais il y en a beaucoup d'autres qui pourraient être donnés. Aux États-Unis, la demande d'énergie uniquement consacrée aux centres de données, aux data centers de l'intelligence artificielle, passera de 3% en 2024 à une estimation entre 8 et 17% du total de la demande énergétique en 2030. Ça, c'est pour l'énergie et il y aurait beaucoup à dire sur euh, le, le gavage des appareils d'intelligence artificielle en source d'énergie. Deuxièmement, à propos des minerais, vous le savez bien sûr, les 17 éléments de terres rares qui sont recensés par les experts sont tous essentiels pour la production de centaines de produits militaires et commerciaux liés à l'intelligence artificielle. Et puis enfin, l'eau est indispensable et elle est de plus en plus dévoratrice pour les appareils d'intelligence artificielle, pour les ordinateurs, pour les bases de données. L'eau est indispensable à la fois au refroidissement des serveurs et à la production d'électricité. En un mot, la généralisation de l'IA, compte tenu de son insoutenabilité environnementale, va amplifier le pillage écologique et aggraver les rivalités pour l'appropriation des ressources indispensables pour les data centers. Il est frappant de constater que ces rivalités rappellent celles qui se déroulaient avant 1914 également pour le contrôle des infrastructures. Alors à l'époque, bien sûr, c'était des infrastructures de chemin de fer physiques. Aujourd'hui, ce sont des infrastructures numériques, mais les infrastructures numériques, l'espace, les câbles sous-marins, sont également des infrastructures physiques, hein. En préparant cette conférence, je pensais à l'extraordinaire capacité
de la propagande médiatique, de la propagande des big tech, des groupes géants du numérique, à parler de cloud. Cloud, le nuage, hein, c'est soi-disant les bases de données. Le cloud, ça évoque quelque chose presque d'éthéré, presque d'immatériel. C'est exactement le contraire. Les clouds sont extraordinairement dévoreurs, je l'ai dit, de ressources naturelles, d'occupation de l'espace, etc., etc. Alors donc, pour moi, je résume un peu cette première partie, l'intelligence artificielle n'annonce pas une nouvelle vague d'expansion et de prospérité pour l'humanité, mais une compétition militaire pour les conquêtes territoriales. Et je pense que les déclarations de Trump montrent largement ce qu'il en est, de même que la tentative, pour l'instant échouée, mais la tentative de Trump et de Poutine de se partager les richesses minérales de l'Ukraine, puisque vous savez sans doute, la Russie a approprié une partie du territoire ukrainien par la force militaire et contrôle environ 40%, 40% des terres rares ukrainiennes, de ces éléments de terres rares qui sont indispensables aujourd'hui pour n'importe quel produit électronique. Je vous montre rapidement, pour ne pas être trop long, un graphique qui montre quand même la domination pour l'instant écrasante des États-Unis dans l'infrastructure des data centers. Vous voyez, ils contrôlent plus de 50% des data centers mondiaux. Alors, troisième singularité de l'intelligence artificielle, la technologie a toujours été un instrument de pouvoir politique. Je devrais même dire, elle a, pendant des millénaires, été d'abord un instrument de pouvoir politique, de pouvoir de coercition sur les populations. Et puis, le développement du capitalisme, principalement à partir du 19e siècle, mais déjà avant, a utilisé la technologie comme une arme, disons, économique, hein. Il en a fait un outil, comme disent les économistes, de compétitivité, c'est-à-dire que euh, la, la maîtrise des technologies confère une supériorité à la fois aux capitalistes qui sont capables d'introduire une nouvelle innovation qui est supérieure soit en qualité, soit en productivité, soit en service rendu aux clients, soit en exploitation du travailleur. Bref, l'entreprise qui introduit une nouvelle innovation technologique bénéficie de surprofits, de rente de situation par rapport à ses concurrents, et de la même façon, un pays qui est puissant technologiquement bénéficie de super profits, de rente de situation par rapport aux pays concurrents. Donc la technologie d'armes politiques pendant des millénaires est devenue une arme économique. Et puis, le capitalisme a réuni les deux. On a vu à la fin du 19e siècle comment, disons, le militarisme s'est enrichi, mais, le terme est évidemment un peu cynique, hein, le militarisme s'est enrichi grâce aux technologies de destruction massive, hein. On a eu plus de 20 millions de morts pendant la Première Guerre mondiale. L'intelligence artificielle, je l'ai déjà dit, mais je voudrais encore y insister parce que on est sur un sujet qui concerne le militaire, hein. L'intelligence artificielle, elle réunit comme aucune technologie avant elle ses objectifs de pouvoir politique d'une part, de suprématie militaire d'autre part et de compétitivité économique, hein. C'est vraiment un fil directeur de toute ma réflexion que je mène maintenant depuis quelques années sur l'intelligence artificielle. C'est cette coalition, quoi, cette interaction entre les dimensions politiques, sociétales, militaires bien sûr, et économiques. Et une illustration en est ce qu'on appelle maintenant l'essor des cyberguerres ou des guerres hybrides, dont on ne sait pas très bien si elles visent des ennemis militaires, des ennemis civils, ou si elles visent au contraire des concurrents économiques classiques, si j'ose dire, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai dit dans l'ouvrage Un monde en guerre et que j'insiste beaucoup dans mes conférences sur le caractère exceptionnel de l'intelligence artificielle, l'ubiquité des menaces qu'elle représente contre les êtres humains, en tant qu'ils sont salariés, d'une part, menacés entre guillemets par le progrès technique, comme ils l'ont toujours été depuis 2 siècles, en tant qu'ils sont citoyens,
parce que l'intelligence artificielle donne aux États sécuritaires des moyens jamais, jamais atteints pour pouvoir contrôler et réprimer les populations, hein. Un État, c'est fait pour contrôler et surveiller sa population, et l'intelligence artificielle ouvre des horizons extraordinaires de ce point de vue-là, en tant que citoyen donc, mais aussi en tant que civil, menacé dans les guerres par l'intelligence artificielle, comme on peut le voir actuellement dans la guerre génocidaire menée en Palestine, hein. Alors, maintenant, j'aborde la question de, disons, des opportunités du point de vue militaire. Je serai assez rapide euh, parce que, bon, c'est un aspect, d'abord, je ne suis pas un spécialiste de la question militaire proprement dite, et puis d'autre part, les journaux débordent d'informations sur les capacités formidables de l'intelligence artificielle pour les militaires, hein. Donc cet aspect, ce n'est pas un aspect vraiment novateur de ma part, je ne fais que reproduire un peu ce que disent et les militaires et les experts, hein. Trois opportunités majeures de l'intelligence artificielle pour les militaires proprement dit, cette fois-ci, hein. Premièrement, elle améliore les performances et elle rend plus facile certaines tâches, hein, sur le champ de bataille, dans le renseignement, la surveillance, les cyberopérations, etc. Deuxièmement, c'est très important, elle peut être associée à d'autres technologies, des missiles hypersoniques, nucléaires, etc., quoi. Et troisièmement, c'est en général l'aspect le plus cité, parfois même le seul cité, mais il ne faut pas oublier les deux précédents. Elle crée des systèmes d'armes mortelles, létales, autonomes, y compris dans la prise de décision. Je pense bien sûr, hein, aux robots terrestres, je pense aux drones sous-marins et je pense, je vais y revenir dans un instant, aux drones aériens, hein, qui peuvent être aujourd'hui manipulés à distance par des opérateurs confortablement et protégés dans des bureaux blindés plutôt qu'être sur le champ de bataille. Mais ce qu'il faut comprendre, je ne développe pas ce point, je le fais dans mon ouvrage Un monde en guerre, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce développement de l'intelligence artificielle dans la prise de décision présente, selon les mots même des experts techniques, des experts militaires, hein, ce qu'ils appellent des risques majeurs d'imprévisibilité intrinsèque. C'est ma traduction, si vous voulez, de imprevisibility by design, hein. Une imprévisibilité, j'allais dire, qui est conçue, qui est intrinsèque, comme on dit en français, qui est intrinsèque à l'objet militaire intelligence artificielle, hein. Ce qu'ils appellent également, de façon absolument savoureuse, une dette technologique, hein, une dette technologique. Et ils définissent la dette technologique ainsi, c'est lorsque les capacités des systèmes d'armes progressent plus vite que la compréhension par les chercheurs de la manière dont les réseaux neuronaux profonds les font marcher. Je pense que cette phrase doit nous faire frémir, hein, d'inquiétude. Ça veut dire que ces experts, les militaires pour la plupart, hein, reconnaissent aujourd'hui que les développements de l'intelligence artificielle comporte, y compris sur le champ de bataille, des dimensions incontrôlées qui pourraient, vous le comprenez, hein, nous engager dans, par exemple, hein, un déclenchement d'une arme nucléaire non souhaitée, on va dire, hein, en principe, et engager le monde, disons, dans sa propre destruction, hein. C'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement important, bien sûr, de façon plus vulgaire. Les militaires appellent ça des dommages collatéraux, hein, pour les armes qui détruisent la vie des civils et des enfants euh, grâce aux armes d'intelligence artificielle. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ici, on a une prise de conscience que l'inclusion des mécanismes de l'intelligence artificielle au sein des systèmes d'armes crée un effet de seuil, un effet de rupture dans lequel finalement l'individu, le militaire, le décideur militaire est, comme disent les militaires, exclu de la boucle, out of the loop. C'est vraiment très très important de comprendre ça. Et de- de- depuis la parution de mon livre, hein, parce que je consacre plusieurs pages à analyser cette dimension, depuis la parution de mon livre, eh bien, j'ai eu l'occasion de lire et de citer un ancien
secrétaire d'État de Biden, hein, donc je parle de ça il y a à peine quelques mois, qui a pris acte de cette situation, qui a pris acte de cette situation et qui a dit maintenant, si vous mettez des hommes dans la boucle, sous-entendu dans la boucle des décisions d'engagement des armes basées sur l'intelligence artificielle, vous allez retarder le processus et donner une victoire à notre ennemi. C'est-à-dire que cet ancien secrétaire d'État, Biden, hein, l'homme pacifique, Biden, eh bien, constate lui-même qu'aujourd'hui, il faut éliminer, en quelque sorte, le facteur de décision humain dans la boucle du processus de décision. Alors, puisque dans le titre, il y a la nouvelle grammaire des guerres, je voudrais faire ici une mention particulière sur un sujet sur lequel j'ai écrit depuis très longtemps, pratiquement depuis la fin de la disparition de l'URSS. C'est cette idée qui m'avait paru très importante à l'époque, hein, que l'agenda de défense, proprement dit, de militaire, quoi, qui opposait un pays à un autre, qui opposait des militaires à d'autres militaires, qui bien sûr pouvaient frapper des civils, mais on avait bien une guerre bien définie, avait laissé peu à peu, à partir des années 90, la place à un agenda beaucoup plus flou, beaucoup plus incertain, qu'on appelle la sécurité nationale. Et j'avais à l'époque, au milieu des années 90, et en particulier aussi dans mon ouvrage La mondialisation armée, paru quelques mois avant le 11 septembre en 2001, j'avais expliqué que cet agenda de sécurité nationale, il était en quelque sorte un concept très flou. Pour moi, c'est pas vraiment un concept scientifique, mais qui permettait d'englober, si vous voulez, sans distinction ou sans trop de distinction, les ennemis de l'intérieur, les ennemis d'extérieur, les adversaires civils, les adversaires militaires, qui permet de conjuguer sans trop de différence des moyens militaires et des moyens civils. Est-ce que la cyberguerre contre les ordinateurs des entreprises concurrentes, est-ce que c'est du civil et c'est du militaire? Enfin bref, que l'agenda de sécurité nationale, c'était en quelque sorte un cadre ombrelle, quoi, une sorte de cadre valise, hein, dans lequel on pouvait finalement réduire les différences qui existaient entre militaires et civils, économie et politique, etc., etc. Et voilà, et je pense que cette hypothèse que j'avais faite dans les années 90, je crois qu'elle est largement validée, hein. Il suffit de voir à quelle sauce, pardonnez-moi l'expression française, à quelle sauce la sécurité nationale est utilisée comme un prétexte pour des mesures économiques ou sur le plan international, hein, dans le protectionnisme, ou qu'elle est utilisée à des fins répressives contre les citoyens en disant, voilà, vous chantez Free Palestine, vous êtes donc un ennemi de la sécurité nationale, hein, un danger pour la sécurité nationale, pardon. Euh, voilà, hein, je pense que l'intelligence artificielle, si vous voulez, fait malheureusement plus que valider quoi, cette idée que de plus en plus les agendas des grands États conjuguent hein, la lutte contre les ennemis extérieurs, car elle continue de plus fort, encore plus forte aujourd'hui, bien sûr, et la lutte contre les ennemis intérieurs. Hein. Deuxièmement, elle fournit des instruments de surveillance et de répression de masse toujours plus performants. Je l'ai mentionné, donc je n'y reviens pas. Et troisièmement, ça fait l'objet d'une large littérature. Elle stimule une collaboration technologique intense entre les États et les grands groupes du numérique principalement. Je souligne ce point parce qu'il est évidemment important, mais je ne partage pas le caractère de nouveauté que une partie de la littérature académique donne à cela. Parce que enfin, j'ai beaucoup travaillé sur le rôle de la technologie chez les militaires et je pense que cette conjonction entre la technologie et des grands groupes et les États, eh bien, en fait, c'est ce qui a fondé ce que j'appelle les systèmes militaro-industriels après la Seconde Guerre mondiale. J'y reviendrai dans la dernière partie
de ma conférence. Mais enfin, disons que c'est vrai, la collaboration technologique est devenue plus intense. En fait, c'est surtout, on le verra dans un instant, l'entrée des grands groupes du numérique qui a modifié la donne des systèmes militaro-industriels. Hein. C'est pas tellement cette collaboration, c'est plutôt le fait que ce sont des acteurs nouveaux qui rentrent dans le militaire, ce sont les groupes du numérique. Hein. Tout ça, c'est connu sous le nom de techno-nationalisme. Hein. Je ne développe pas ce point. Et effectivement, par contre, je suis d'accord avec ce constat que ces acteurs, des numériques, j'entends, sont de plus en plus des acteurs géopolitiques, quoi, si vous voulez. Quand IBM a vendu un ordinateur au département de la défense états-unien au début des années 60, c'est l'armée elle-même qui a géré les logiciels, c'est l'armée elle-même qui a géré les bases de données. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque les groupes du numérique, les startups ou les grands groupes d'ailleurs, hein, vendent des équipements d'intelligence artificielle au Pentagone, ils vendent en même temps le service après-vente, si je peux dire, c'est-à-dire la livraison de l'exploitation de ce matériel, la maintenance, etc. Ils ont une mainmise sur les bases de données. Enfin, et c'est vrai que ça, c'est un caractère nouveau. Il faut pas l'exagérer. Hein. Les militaires ont encore beaucoup de poids. Mais c'est vrai que disons, on a vu Musk vendre son réseau de satellites en orbite basse, Starlink, à l'Ukraine directement et menacer, il y a 2, 3 mois, l'Ukraine de couper le courant, il a employé l'expression, de couper le courant électrique, euh, euh, expliquant que s'il coupait le courant de son réseau de satellites Starlink, eh bien, le front ukrainien s'effondrerait immédiatement. Hein. Cette phrase a été prise, elle date de quelques mois seulement, cette phrase a été prise comme un exemple, une illustration du fait que ces acteurs deviennent des acteurs géopolitiques. Bon, il n'est pas besoin non plus d'expliquer le rôle très important des géants du numérique, du big tech en Israël. Hein. J'ai aussi travaillé sur cette question, juste pour vous donner une idée. On estime que entre 50 et 60% de la recherche-développement qui est faite en matière d'intelligence artificielle et de numérique en général en Israël est faite par des filiales israéliennes des grands groupes que vous connaissez, Microsoft, Google, enfin Meta, Amazon, etc. Donc c'est vrai que cette dimension doit être prise en compte, cette collaboration plus intense, mais je ne pense pas qu'il faille franchir l'étape qui consisterait à dire désormais les grands groupes, ce sont eux qui décident de la guerre ou pas. Enfin, je pense que ça serait une sous-estimation du rôle des États qui serait dramatique. Alors, je voulais vous parler dans un focus des drones, bon, pour des raisons évidentes hein, que tout le monde en parle, quoi, et en particulier du fait que il rencontre un succès tragique et foudroyant en Palestine et en Ukraine. Hein. Le terme technique, c'est des drones téléguidés, c'est les First Personal View, ce sont ces drones que les opérateurs peuvent manipuler à partir de leurs bureaux confortablement installés dans les capitales occidentales ou à Tel Aviv. Hein. Euh, et donc, il est pas besoin, enfin, je pense que vous êtes informé, hein, de rappeler les succès extraordinaires que les drones remportent. Hein. Euh, ils ont d'abord un rapport performance-coût qui est extraordinairement élevé. Hein. On estime que 70% des pertes russes et ukrainiennes sont dues à des drones. Vous voyez, et ça compte hein, quand même l'économie, ça compte l'argent. Or, vous voyez que un système d'intercepteurs missiles Patriot coûte 3,8 millions de dollars, 3,8 millions de dollars, alors qu'un drone turc Shahed, fabriqué sous licence turque par les industriels russes aujourd'hui, ne coûte que 20 à 30 000 dollars. Et j'ai documenté dans mon ouvrage Un monde en guerre l'extraordinaire ingéniosité des Ukrainiens, des ingénieurs techniciens ukrainiens, à être capables même de faire des drones qui coûtaient
quelques centaines de dollars, hein, rafistolés vraiment, comme on dit en français, c'est-à-dire trafiqués, quoi, hein, pour quelques centaines de dollars et détruire des chars russes. Hein. Vous savez que les blindés russes ont été décimés par les drones ukrainiens, décimer des chars russes qui valent plusieurs millions de dollars, avec donc quelques dizaines de drones qui coûtaient chacun pas plus que quelques centaines de dollars. Donc cette dimension rapport performance-coût, elle est très, très importante hein, quand vous pouvez, quand vous pouvez produire en masse. En plus, vous pouvez les produire en masse. Hein, vous pouvez fabriquer plusieurs centaines de milliers de drones par an contre, disons, 25 Rafales, avions de combat français, 25 Rafales par an, 25 Rafales par an, quand vous pouvez produire plusieurs centaines de milliers de drones euh, dans l'année, vous comprenez, et avec une technologie des Turcs, hein, par exemple, hein, ou des Iraniens, donc c'est pas le plus fort de la technologie, vous comprenez que cela change la donne, la nouvelle grammaire, comme vous dites dans votre programme, la nouvelle grammaire de la guerre. Les drones, c'est très important aussi, transforme l'institution militaire. Hein. Je documente dans mon ouvrage la résistance des militaires. Parce que qu'est-ce qui s'est passé quand vous regardez de près l'émergence des drones, c'est principalement passer en dehors des systèmes militaro-industriels, y compris des drones militaires. D'abord les drones civils, bien sûr, mais y compris les drones civils, les drones militaires, ce sont des entreprises civiles qui les ont à peine modernisés pour les militaires et les ont vendus aux armées. Hein. Et au contraire, les grands groupes de l'armement, les grands groupes de l'aviation, je voulais dire, de l'aéronautique et de l'électronique, les groupes de l'aéronautique, c'est le fleuron hein, des militaires. Hein. Pas besoin de vous faire un dessin sur le rôle d'Embraer dans l'industrie militaire brésilienne. Hein. L'aviation, c'est vraiment le fleuron, c'est le cheval de bataille quoi, des armées depuis pratiquement les années 20. Quoi, hein. Eh bien, ces grands industriels de l'armement, mais c'est vrai partout, c'est vrai partout. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en France, euh, c'est vrai en partie en Chine. Eh bien, ils ont été à côté des drones. Il y a des raisons que j'explore dans mon ouvrage, qui est en fait la résistance que ces industriels ont mis disons, produire des drones, parce que vous l'avez compris, les drones, c'est pas cher. Pardon, les drones, c'est pas cher. Les drones, ça déstabilise les technologies de l'aéronautique sur lesquelles vous êtes confortablement installé depuis des dizaines d'années et grâce auxquelles vous réalisez d'extraordinaires bénéfices en les vendant au ministère des Armées. Bref, les armées, je l'ai documenté dans le cas français en 2015, je l'ai documenté dans mon ouvrage de 2024 à propos des États-Unis, de l'armement ont été, les groupes de l'aviation, pardon, militaire, ont été extérieure à la révolution des drones. Hein. Il faut comprendre ce que ça veut dire quand même que cette révolution militaire qui se fait sans les industriels de l'armement lui-même, donc essentiellement avec les industriels de l'intelligence artificielle, et qui s'est faite sans les militaires pour les mêmes raisons, hein, pour les militaires eux-mêmes, je veux dire l'état-major, quoi, qui a vu dans l'arrivée des drones, eh bien, je cite mes sources dans mon ouvrage, hein, je cite des experts spécialisés, qui ont vu dans l'arrivée des drones des concurrents qui pourraient utiliser des opérateurs de drones qui étaient payés à peu près 2 à 3 fois moins qu'un pilote d'avion. 2 à 3 fois moins qu'un pilote d'avion. Et vous comprenez que quand vous êtes militaire et que vous êtes pilote d'avion et que vous êtes général de brigade dans l'aviation, eh ben, vous êtes sensible à cet argument. Hein. Les militaires eux-mêmes, hein, je ne parle pas des industriels de l'armement, là, je parle des militaires, se sont également sentis menacés, dépossédés, si vous voulez, du contrôle de ce qui est la maîtrise de la guerre depuis presque un siècle, hein, à savoir la maîtrise aérienne hein, par les missiles et par les avions. On l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale, on l'a vu en Irak en 2003, on l'a vu en Iran récemment. Enfin, et ils se sont sentis dépassés au point que un article très violent dans un journal militaire qui s'appelle War on the Rocks, journal très très réputé états-unien, hein, a parlé des Luddites volants, Flying Luddite. Luddite, pour ceux qui l'ignorent, c'est le nom de ces ouvriers qui
soi-disant casser les machines au début de la révolution industrielle, disons au début du 17 du 18e siècle, parce qu'ils craignaient d'être, comment dire, dépossédés de leur fort savoir artisanal, hein, de maîtrise des processus qu'ils maîtrisaient avec leurs mains. Ils voyaient avec inquiétude les machines prendre leur place. On a beaucoup caricaturé les Ludites, hein, c'était le mouvement qui s'était intitulé comme ça. En fait, hein, je veux dire que c'est une image très péjorative de ces ouvriers qui étaient beaucoup plus conscients et réalistes des possibilités des machines qui étaient introduites à l'époque, hein, des petites machines à vapeur ou des machines à mécanique qui devaient remplacer leur travail manuel. Ils étaient beaucoup plus conscients des possibilités et des nécessités et ils avaient une vue très 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 claire, hein, très très claire de quelle autre société que le capitalisme devrait utiliser ces machines, hein. Ce n'était pas du tout ces ouvriers conservateurs et réactionnaires qu'on nous présente aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par cette histoire, elle a été extraordinairement bien documentée par le grand historien anglais Edward Thompson, hein. Mais d'autres l'ont fait depuis, quoi. Voilà, hein. Donc je voulais vous parler des drones, vous voyez, à la fois parce que ils représentent du point de vue économique une radicalité absolument nouvelle, mais aussi parce que ils éclairent tous les enjeux de la résistance militaro-industrielle, en quelque sorte, qui a essayé, maintenant elle ne peut plus le faire bien entendu, mais qui a essayé de résister à ce rouleau compresseur des drones. Voilà ce que je voulais dire, si vous voulez, pour apporter une vision un peu originale quoi, sur les drones, hein. Alors, je voudrais terminer, il me reste deux ou trois slides seulement, hein. Je voudrais terminer justement en soulignant, euh, vous ne serez pas surpris après ce que je viens de dire, du fait que les systèmes militaro-industriels, ce qu'on appelle le complexe militaro-industriel aux États-Unis, a été régénéré par les big tech, par les géants du numérique, pour des raisons, je crois, j'espère, que j'ai rendu clair au cours de cette conférence, hein. C'est très important, je ne l'aborde pas, je l'ai fait dans un article très récent que je vous enverrai en français pour la revue du Conseil scientifique d'attaque, hein, mais voilà, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce processus est général, hein. Cette entrée des géants du numérique dans les systèmes militaro-industriels, ce que j'appelle leur régénération, euh, elle est générale, hein, pour des raisons que je crois vous pouvez comprendre. Elle est vraie aux États-Unis, elle est largement étudiée aux États-Unis parce que on a vu Musk, on a vu Amazon, on a vu les géants du numérique courtiser Trump après son élection et devenir ses meilleurs associés, hein, alors que euh, euh, certains avaient dit en 2017 que c'était la tyrannie qui s'installait avec l'élection de Trump en 2016, hein. Donc on a vu comment les géants du numérique cherchent à bénéficier aujourd'hui de ce pactole, de cette formidable ressource de 1 000 milliards de dollars de budget trumpien, de budget militaire trumpien, 1 000 milliards de dollars, hein. Trump a augmenté le budget de 150 milliards de dollars, donc c'est assez bien documenté, mais c'est vrai en Chine aussi. C'est vrai en Chine aussi que les géants du numérique occupent une place absolument centrale dans ce que les stratèges chinois appellent la fusion militaro-civile. Euh, je vous ai mis ici la phrase donnée par un expert chinois des questions militaires. Vous voyez qu'en fait, il compare à juste titre ce qui se passe de ce point de vue-là, hein, de ce point de vue-là, de l'intégration militaire civile aux États-Unis et en France, où il explique que les écosystèmes d'innovation occidentaux ne sont pas moins à double usage militaire et civil, que ceux de la Chine. La différence s'étend dans le degré de coordination entre l'État et les groupes, mais pas dans l'objectif, hein. Vous voyez, donc je pense que cette phrase résume assez bien, en tout cas mon point de vue,
qui est de dire que les géants du numérique chinois sont également des acteurs essentiels qui régénèrent le système militaro-industriel chinois. Et puis, vous avez en Russie, mais en Russie dans des conditions différentes, la tentative, pour l'instant échouée, hein, pour l'instant échouée, de renforcer l'usage des productions civiles disons, de numérique, hein, d'intelligence artificielle pour l'essentiel. Vous voyez que c'est un échec. Il faudrait parler longuement de la Russie, je le ferai si vous voulez, puisque en tant qu'Européen, évidemment, je suis très concerné par la guerre impérialiste menée par la Russie en Ukraine. Hein. Il faudrait parler de cet impérialisme russe assez spécifique, hein, mais qui aujourd'hui est très, très offensif. Hein. Alors, je voudrais terminer, c'est mon dernier slide, je voudrais terminer ma conférence sur cette hypothèse que je développe maintenant depuis plusieurs mois, que la nouvelle conjoncture historique qui s'est créée à la fin des années 2000, que j'ai appelée le moment 2008, qui est une conjoncture, si vous voulez, qui a vu une crise financière devenir une crise économique euh, qualifiée parfois de grande dépression, qui a vu les rivalités géopolitiques et militaires, Chine, Russie, États-Unis, et les guerres en général s'exacerber, qui a vu aussi, et c'est peut-être encore plus important pour moi, depuis les années 2000, voir l'insoutenabilité environnementale du capitalisme. Hein. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant insisté sur l'insoutenabilité environnementale de, de l'intelligence artificielle. C'est que pour moi, cette nouvelle période ouverte à la fin des années 2000, de crise économique, de rivalité géopolitique disons, d'insoutenabilité environnementale, pour moi, c'est une conjugaison qui marque les vraies limites du capitalisme, qui montre à quel point le capitalisme est aujourd'hui un système qui ne peut vivre qu'en dépravant, qu'en détruisant la nature et comme je le dis dans un chapitre de mon livre, qui ne peut vivre qu'en détruisant la nature, dont l'humanité, parce que l'humanité fait pour moi partie de la nature, et je sais que au Brésil, cette affirmation ne vous surprendra pas, hein, contrairement à certains pays européens. Voilà, hein, c'est dans cette nouvelle conjoncture, si vous voulez, j'ai développé l'hypothèse que les systèmes militaro-industriels régénérés par l'intelligence artificielle dans les conditions dramatiques et destructrices que j'ai mentionnées dans mon introduction, dans ma présentation, eh bien que ces systèmes militaro-industriels pourraient constituer ce que j'appelle les noyaux totalitaires de nos sociétés. Alors je me suis fondé pour essayer de développer cette hypothèse, non pas sur une affirmation un peu propagandiste, que les systèmes militaro-industriels, ça cherche la guerre, que c'est des marchands de canons, que ça sent la mort, etc. Hein, bien entendu, toutes ces dimensions sont exactes. J'ai voulu aller un peu plus loin sur le plan théorique, si vous voulez, hein, de cette hypothèse de noyau totalitaire, et je suis remonté à ce qui a constitué depuis très très longtemps mon objet de recherche, les systèmes militaro-industriels, en observant que le terme lui-même militaro-industriel, eh bien, placer ces systèmes à l'interface entre le politique et l'économique. Hein. C'est quelque chose qui est contenu dans le mot, hein, qui est contenu dans l'expression même du président Eisenhower en 61, quand il dit dans son discours d'adieu à ses compatriotes, mes chers compatriotes, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. Il a bien en vue cette interaction entre le politique et l'économique, si vous voulez, entre le militaire et l'économie. Alors, revenons juste avant de revenir sur ce point 2, je m'aperçois que j'ai pas rappelé, hein, ce qui n'est peut-être pas évident pour vous, que pour moi, un système militaro-industriel, ça se définit par le fait qu'il repose sur trois composantes, hein, avec des relations diverses selon les pays. Hein. Les caractéristiques nationales jouent beaucoup dans ce domaine, mais partout, vous trouvez ces trois composantes, ce que je vais appeler le politique. Alors, ça peut être plus ou moins l'exécutif, ça peut être plus ou moins le législatif. Hein.
on comprend bien que là, ça va dépendre des relations politiques au sein du pays. Il comporte les militaires eux-mêmes, si vous voulez, et il comporte l'industrie, hein. Bref, c'est assez simple, un système militaro-industriel. C'est ces trois composantes qui font système. C'est la deuxième idée très importante. Ils font système au sens vraiment de la théorie des systèmes qui s'est développée en particulier dans les sciences biologiques au cours des années 70, c'est-à-dire que, bon, je le dis rapidement, quoi, que un système, c'est une totalité qui est différente et plus complète que la somme de ses parties, si vous voulez, hein, qui forme un tout, qui forme une totalité. Deuxièmement, un système forme une totalité qui est orientée vers un objectif. Bon, pour le système militaro-industriel, c'est évident, hein. Mais pour tout système, hein, ils ont un objectif, entre guillemets, quoi, hein. Et troisièmement, qu'à l'intérieur du système, eh bien, les composantes d'un système, ça peut être un système biologique, comme ça peut être un système militaro-industriel, les composantes de ce système entretiennent des relations qui sont des relations, hein, très interactives et complexes, hein. Voilà, j'ai voulu reprendre la notion de système, si vous voulez, à son degré le plus théorique, quoi, pour montrer que pour moi, quand je parle de système militaro-industriel, je ne parle pas du 194e pays d'Afrique qui bien sûr a une armée, qui bien sûr a des armes, qui bien sûr a des militaires, parce que pour moi, il n'y a pas un système militaro-industriel. Je pense essentiellement, disons, à quelques dizaines de pays, quoi, qui possèdent, disons, ces trois composantes de façon unifiée et qui sont capables d'influer sur la trajectoire d'un pays. Voilà, je voulais présenter rapidement, si vous voulez, les systèmes militaro-industriels en eux-mêmes et revenir donc à ma conclusion, quoi, qui est que ils sont situés à l'intersection du politique et de l'économique, hein. Du politique parce que il bénéficie d'une extraordinaire légitimité étatique, hein, et de l'économique parce que, on le sait depuis maintenant pratiquement le milieu du 19e siècle, la technologie, c'est l'arme victorieuse des guerres, enfin disons en principe en tout cas, quoi. Et cette situation, ce positionnement à l'interface du politique et de l'économique, ça leur donne une puissance qui explique ces caractéristiques communes à tous les systèmes militaro-industriels. Qu'est-ce que c'est? La domination de quelques grands groupes, les relations très étroites, collusives, souvent corruptrice entre le politique, l'économique et le militaire, cette volonté de vendre des armes. Enfin, on trouve beaucoup de traits communs, si vous voulez, dans les systèmes militaro-industriels des grandes puissances, et j'inclus aussi le Brésil dans ces grandes puissances. On trouve beaucoup de traits communs qui, pour moi, reposent sur ce positionnement unique et privilégié qui les met à l'intersection du politique et de l'économique. Parce que je vous rappelle, je ne veux pas être trop long dans ma conférence, donc je ne vais pas développer ce point, mais je vous rappelle que pour les économistes mainstream, l'État et le marché sont des entités différentes. Et donc, il faut surtout séparer l'État et le marché. Pour les marxistes dominants, pour le courant marxiste dominant, cette idée de la séparation du politique et de l'économique, c'est le b.a.-ba, c'est le point de départ du capitalisme. Le problème, c'est que les marxistes, dont je me réclame bien sûr, hein, les marxistes dominants ont figé la séparation entre le politique et l'économique au point de parler de superstructure politique qui était un simple reflet passif en quelque sorte de l'économie, hein, des lois de l'économie. On a eu, à mon sens, des effets dévastateurs de ce qu'on a pu appeler parfois le structuralisme althusserien qui a... Ah, pardon, excusez-moi. On a eu un caractère tragique. Or, pour moi, bien sûr, le politique et l'économique sont séparés, mais ils ne le sont pas de façon étanche, ils ne sont pas de façon cloisonnée, quoi. Et dans cette mesure, le système militaro-industriel est bien une illustration, peut-être un peu exceptionnelle, hein, hors de, hors de proportion, quoi, est bien une illustration du fait que le politique et l'économique
ne sont jamais très loin dans le capitalisme. Alors on le sait bien sûr, on sait que l'État va soutenir les grands groupes quand ils sont en faillite, on sait que des grandes banques vont aider les grandes entreprises, etc. C'est pas ça que je suis en train de raconter, ça vous le savez, enfin, j'espère que vous savez que l'État n'est pas un instrument apolitique et étranger à l'économie. Là, je veux montrer la quasi-intégration organique du politique et de l'économique qui s'opère au sein des systèmes militaro-industriels. Et je conclus, cette intégration structurelle entre le politique et l'économique dans les systèmes militaro-industriels, eh bien, c'est exactement ce qui a servi aux théoriciens du totalitarisme, critique ou pas, hein, peu importe, hein, pour dire que un régime totalitariste était un régime dans lequel il y avait fusion du politique et de l'économique. Alors, je voudrais être clair en conclusion, je ne pense pas que nous puissions parler aujourd'hui, ni pour le Brésil, heureusement, ni pour les États-Unis, ni pour la France, de pays totalitaires, au sens de Hannah Arendt, hein, je pense que ça serait absolument faux, y compris de Trump. Hein, la caractérisation politique, si vous le voulez, que j'ai donnée récemment, c'est celle d'un régime bonapartiste, mais ce n'est pas un régime totalitaire. Ce que j'ai voulu dire dans cette conférence et dans ce dernier slide, c'est que ce sont des noyaux totalitaires. Des noyaux totalitaires, c'est-à-dire des foyers totalitaires, quoi, si vous voulez, hein, qui sont en gestation, qui se développent, et je le crains bien sûr, qui soient amenés à se développer de plus en plus, non pas simplement par leur propre volonté interne en quelque sorte, hein, mais parce que justement la conjoncture internationale, économique, géopolitique et environnementale que j'ai rapidement décrite comme le moment 2008 dans ma conférence, eh bien, ce moment est en train de révéler toutes les potentialités dévastatrices du capitalisme. Et en ce sens, on peut dire que c'est un noyau totalitaire que sont les systèmes militaro-industriels des grandes puissances.